Bonjour à toutes et à tous. Nous commençons notre webinaire paye sur la fusion Agirc-Arrco. Donc, pour rappel, les micros sont coupés. Vous avez une zone de chat pour pouvoir poser vos questions. Nous réactiverons les micros en fin de session. Alors, pour cette présentation, j'ai la joie de la faire avec 4. On est à 4 à faire cette présentation. Donc, Aurélie Sinave, consultante Sage chez Extrémité, qui interviendra en fin de présentation pour la partie dématérialisation de bulletin, un petit rappel là-dessus. Moi-même, Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité. Je suis accompagné de Daniel Villot, à ma gauche, conseiller chargé d'études chez Entreprises et Cités, et de François Bruxelles, juriste en droit social chez Entreprises et Cités. Donc, je vais très rapidement, on va vous faire un petit rappel d'Extrémité de la Cité des entreprises et rentrer dans le vif du sujet de la fusion Agirc-Arrco. Donc, Extrémité, nous sommes une entreprise de services numériques régionale, créée en 2000. Nous comptons 35 collaborateurs. Nous intervenons dans l'ensemble des domaines qui concernent la PME, à savoir les solutions applicatives, les logiciels, les développements spécifiques, que ce soit en Sage ou en Cégide, et le développement en différents langages. Nous intervenons aussi sur les solutions web et digitales, donc de la création du site institutionnel au site e-commerce en relation avec votre ERP. Et nous assurons aussi la solution réseau sécurité informatique sur la partie téléphonie, réseau, voilà. Le but étant de vous simplifier l'informatique au quotidien. Nous comptons 650 clients essentiellement dans la région Hauts-de-France. 9 sur 10, c'est la note hotline, note d'intervention. Donc nous apportons une forte importance à la qualité des prestations intervention et des prestations d'assistance, et nous sommes amenés régulièrement à faire des enquêtes de satisfaction auxquelles vous répondez, qui nous donnent cette note. Et 92%, c'est un dernier chiffre, c'est le taux de renouvellement des contrats sur les logiciels. Cette vidéo, ce webinaire va être enregistré comme l'ensemble de nos événements. Vous retrouvez bien sûr toujours sur notre chaîne YouTube l'intégralité des événements passés, et il y aura les événements à venir seront là aussi. Notamment demain, le webinaire sur le projet de loi de finances demain après-midi. Alors je vais passer tout de suite la parole à Daniel Villot, qui va nous présenter la fusion Agirc-Arrco. D'abord à François Bruxelles, effectivement, pour une présentation de... Merci Vincent, ouais. Donc, moi je travaille pour la Cité des entreprises. La Cité des entreprises à Marc-en-Barœul, avec Daniel Villot ici présent et toute l'équipe composée de 14 conseillers juridiques. Comme son nom l'indique, nous faisons du conseil juridique en droit social, c'est-à-dire en droit du travail, en droit de la sécurité sociale et en droit de la protection sociale complémentaire. Outre notre activité de conseil, nous sommes amenés à animer effectivement des réunions d'information sous toutes les formes. Et puis, évidemment, en tant que conseil, nous animons aussi des formations en droit social, et puis, sans oublier les audits de conformité au droit social. Voilà ce qu'on fait un peu à la Cité des entreprises, en sachant que nous avons environ 1800 adhérents de tous les secteurs d'activité. Donc on conseille vraiment toutes les entreprises de n'importe quel secteur d'activité, quelle que soit la convention collective appliquée. Voilà. Je vais peut-être passer la parole à Daniel, qui va nous faire une présentation de la réforme sur la fusion Agirc-Arrco au 1er janvier 2019. Merci Daniel. Donc puis, avant que Daniel ne reprenne la parole, un petit rappel du programme de cette webinaire. D'abord, nous verrons le principe de la fusion du régime Agirc-Arrco, les impacts pour le salarié et l'entreprise, et ses impacts sur le régime de protection sociale complémentaire. Un petit focus ensuite sur la partie CICE réduction Fillon, ces modifications qui nous attendent début janvier, et une petite présentation de la dématérialisation des bulletins de paye, dans le cadre aussi de la simplification de vos tâches administratives et de la digitalisation. Donc Daniel, je te laisse la parole pour la fusion Agirc-Arrco. Ouais, donc
On va commencer sur le régime unique Agirc-Arrco, ce nouveau régime qui a été institué en fait par l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. Ce nouveau régime résulte en fait de la fusion absorption du régime Agirc par le régime Arrco pour donner naissance à une nouvelle fédération et qui institue ce régime Agirc-Arrco. Alors, l'intérêt en fait, enfin, ce qui change en fait dans ce régime Agirc-Arrco, J'ai plus de son. 1, 2, 3. Oui. Alors, je reprends le nouveau régime Agirc-Arrco met fin à la convention collective nationale de 1947 qui concernait en fait la retraite complémentaire des cadres et qui définissait aussi en fait les définitions des cadres, article 4 et des articles 4 bis, des assimilés cadres, mais également des articles 36. Donc ce régime Agirc a été abrogé par cette fusion régime Agirc-Arrco. Le régime Arrco qui a été mis en place par l'accord national de 61 est également abrogé. Donc ce nouveau régime, en fait, ce nouveau régime va respecter les valeurs des retraites complémentaires, celles qui étaient les valeurs du régime Agirc et du régime Arrco initialement. C'est-à-dire ce sera toujours un régime avec une gestion paritaire avec les partenaires sociaux. C'est un régime qui est autofinancé et qui ne faisait pas recours aux finances publiques. On verra par la suite qu'avec la réduction Fillon, l'État commence à prendre un peu participation dans ce nouveau régime Agirc-Arrco. C'est un régime aussi qui est basé sur la solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle. Un régime de répartition, c'est-à-dire que ce sont les actifs qui en fait cotisent actuellement pour les salariés en retraite. D'où les problématiques bien sûr nées qui ont amené cette fusion des deux régimes Agirc-Arrco compte tenu du fait qu'il y a de moins en moins d'actifs pour plus en plus de retraités. Et ça demeure un système par points, on verra le détail dans le développement qui sera fait. Alors ce nouveau régime Agirc-Arrco est basé sur des leviers, mobilise des leviers, ce que sont les cotisations, les ressources du système, sur également l'âge et la durée. Donc ce sont des leviers d'action qui vont permettre d'assurer le financement du régime. Et en troisième lieu, vous avez en fait les charges du régime, que sont les prestations. Ce qui est prévu dans le nouveau régime Agirc-Arrco, ce sont bien sûr au niveau des cotisations, l'augmentation du taux de cotisation contractuelle, les cotisations contractuelles étant les cotisations qui vous permettent d'acquérir des points de retraite. Ce ne sont pas celles qui figurent sur le bulletin de salaire. Les cotisations qui figurent sur le bulletin de salaire sont en fait les cotisations contractuelles multipliées par un pourcentage d'appel. Ce pourcentage d'appel ne permet pas d'acquérir des points,
il permet en fait la gestion du régime. Ces pourcentages d'appels vont être augmentés à compter du 1er janvier 2019, date d'effet de ce nouveau régime Agirc-Arrco. Création aussi dans les cotisations de nouveaux dispositifs de contribution d'équilibre, de contribution d'équilibre qui permettent également d'assurer le financement du régime. Sur le levier âge et durée, on fera le point sur le nouveau dispositif de bonus-malus qui entre en vigueur également au 1er janvier 2019. Et enfin, les prestations qui sont servies aux salariés en retraite, pour lesquels également là, le levier permettra d'assurer le financement et les revalorisations des pensions. Ouais. Donc on va entrer dans le vif du sujet, voir les modifications apportées par l'accord du 17 novembre 2017. Sur l'assiette des cotisations, depuis septembre 2018, vous êtes au courant de l'harmonisation des assiettes de sécurité sociale et de l'assiette de CSG. L'assiette de sécurité sociale correspond en fait à l'assiette sur lesquelles seront prélevées les cotisations de retraite complémentaires. Elle renvoie cette assiette à l'assiette de CSG, l'article 136.1.1 du Code de la Sécurité sociale. Et dans cette assiette du Code de la Sécurité sociale, dans la définition de l'article, il est prévu que les contributions à la charge de l'employeur qui correspondent aux obligations de l'accord du 17 novembre 2017 ne sont pas soumises à cotisation de sécurité sociale. Pour les entreprises qui ont des taux, des répartitions différentes, il est prévu que normalement ces contributions sont soumises à cotisation de sécurité sociale. Mélanie a prévu que si tel était le cas, ces cotisations supplémentaires par rapport aux taux légaux prévus dans l'année de 2017 ne soient pas réintroduits dans l'assiette de retraite complémentaire. Un petit point sur l'assiette de cotisation, il y a quand même certaines différences par rapport à l'assiette de sécurité sociale, notamment pour certaines fonctions que sont les artistes du spectacle, les personnels des centres de vacances et de loisirs. Pour ces fonctions, la cotisation de sécurité sociale, l'assiette de cotisation sécurité sociale est abattue. Il ne sera pas le cas pour l'assiette de cotisation de retraite complémentaire. Par dérogation, malgré tout, sont maintenues des assiettes forfaitaires pour les inactivités totales ou partielles, pour les salariés travaillant à l'étranger, et dans l'année il est noté pour les apprentis, sauf que les apprentis ne seront plus, à partir du 1er janvier 2019, basés sur des assiettes forfaitaires pour les cotisations. Alors, premier point de changement, les tranches de rémunération. Nous étions jusqu'au 31, nous serons jusqu'au 31 décembre 98, ça fait 2018, nous étions en fait sur des répartitions qui étaient fonction de la catégorie du salarié. On avait les non-cadres et les cadres. Les non-cadres cotisaient en fait à l'ARCO sur 2 tranches de rémunération, la tranche 1 jusqu'à un plafond et la tranche 2 qui allait de 1 plafond à 3 plafonds de sécurité sociale. Pour les cadres, les cotisations se basaient sur une tranche A relative au régime ARCO, de 0 à 1 plafond de sécurité sociale, et ensuite on avait 2 tranches de rémunération, la tranche B et la tranche C, qui concernaient les cotisations au régime AGIRC, entre 1 et 4 plafonds pour la tranche B, et entre 4 et 8 plafonds pour la tranche C de rémunération.
Donc le nouveau régime fait fi de ces références catégorielles. On n'a plus qu'une seule notion qui sera en fait les tranches de rémunération. On a deux tranches de rémunération dans le nouveau régime Agirc-Arrco. La première tranche, la T1, entre 0 et 1 plafond de sécurité sociale, et la T2 qui concerne les rémunérations entre 1 plafond de sécurité sociale et 8 plafonds de sécurité sociale. Éventuellement, pour les entreprises qui avaient des cotisations basées sur des assiettes différentes de celles des situations relatives au plafond de sécurité sociale, ces assiettes pourront être maintenues sous réserve qu'elles correspondent à une adhésion, un accord collectif, à une convention collective qui était née antérieurement au 2 janvier 1993. Alors, dans la présentation, je vous ai parlé des taux contractuels. Les taux contractuels, ce sont les taux de cotisation qui servent à calculer les points de retraite, dans le nouveau régime également. Le taux d'appel correspond en fait aux taux qui sont visibles sur vos bulletins de salaire. Ils correspondent au taux contractuel multiplié par un pourcentage d'appel. Jusqu'au 31 décembre 2018, le taux d'appel correspondait au taux contractuel multiplié par 125%. À compter du 1er janvier 2019, le pourcentage de majoration est augmenté à 127%. Si l'on visualise les taux contractuels, ceux-ci vont être augmentés. Donc les taux contractuels actuels sont issus de 2015. On avait sur la tranche 1 et A du régime Arrco et Agirc 6,20% de taux contractuels de cotisation. Sur la tranche 2, 16,20% et sur les tranches B et C du régime Agirc, 16,44%. Dans le nouveau régime, à compter du 1er janvier 2019, la tranche 1 demeure à 6,1% et les tranches 2, B et C de l'ancien régime, des anciens régimes, passent en tranche 2, nouveau régime Agirc-Arrco, à 17%. Ce qui implique une augmentation pour les tranches 2 Arrco de 0,8 points de cotisation sur les taux contractuels et pour les tranches B et C des régimes Agirc, une augmentation de 0,56 points. Si je multiplie ces taux contractuels par les pourcentages d'appel, donc je rappelle qu'ils passent de 125 à 127%, on obtient les nouveaux taux d'appel sur la tranche 1 dans le régime Agirc-Arrco, 7,87 sur la tranche 1, 21,59 sur la tranche 2, donc une augmentation des taux d'appel tels que vous les voyez sur le schéma. On a dit également dans les charges, dans les prestations, qu'il y avait également la naissance, on va dire, de deux contributions d'équilibre. La première, la contribution d'équilibre général, CEG. Cette contribution d'équilibre général remplace l'AGFF qui prend fin au 1er janvier 2019, qui n'est donc pas reconduite, et la contribution d'équilibre général a aussi pour objectif de financer les acquisitions des points GMP, ces acquisitions jusqu'au 31 décembre 2019, puisque la GMP est aussi abrogée à compter du 1er janvier 2019. Il n'y aura plus de GMP à compter de cette date. Donc ces nouveaux taux, la GFF qui permet en fait d'assurer le versement des pensions, oui, la GFF, je reviens sur la GFF. La GFF, c'est une contribution, c'était l'association pour la gestion du fonds de financement. Elle permettait en fait de valoriser les retraites complémentaires sans abattement lorsque le salarié partait dans le régime de base à la retraite avec le taux plein.
en sachant que si vous partez sans avoir le taux plein dans le régime de base en retraite complémentaire et avant 67 ans, il est fait application de coefficients d'abattement qui viennent réduire le nombre de points acquis durant la carrière. Donc l'augmentation, là on était tranche 1 et A du régime ARCO à 2%, on passe à 2,15 sur la tranche 1 de rémunération. Et pour les tranches 2, B et C des régimes ARCO et AGIRC, on est à 2,20, on passe à 2,70%. La contribution d'équilibre technique, elle est due dès le premier euro lorsque la rémunération du salarié dépasse le plafond de sécurité sociale. Dès lors que donc, on dépasse ce plafond, la cotisation est due dès le premier euro. Elle remplace la contribution exceptionnelle et temporaire qui prend fin également au 1er janvier, au 31 décembre 2018, décidément. Le taux demeure de 0,35 pour l'ensemble des tranches de rémunération. Alors, à savoir que la contribution exceptionnelle et temporaire, la CET initiale, celle actuelle, était versée, était due pour les cadres. Dans le nouveau régime AGIRC ARCO, il n'y a que des notions de plafond. Donc un non-cadre qui dépasse le plafond de sécurité sociale par sa rémunération sera soumis à cette contribution de 0,35% pour la totalité de sa rémunération. Dernier point concernant ce nouveau régime, concerne la répartition des cotisations de retraite. On était sur la tranche 1 et 2 ARCO à 60-40%. Sur les tranches B du régime AGIRC, on était plutôt à 62-38, participation employeur et salarié. Et la tranche C, on était sur une obligation de répartition pour une valeur de 0,55, 34,54 pour l'employeur et 64,28 pour le salarié. Le reste des 20% étant libre de répartition entre le salarié et l'employeur. Le nouveau régime prévoit en fait une répartition à 60-40. Si on fait la synthèse de l'ensemble de ces modifications, on voit pour un salarié non cadre dans l'ancien régime, la répartition sur la tranche 1 et la tranche 2, salarié et employeur, donc 3,90 sur la tranche 1 et 5,85, ce sont les taux actuels, et la tranche 2 ARCO, 9% et 13,45. Pour un salarié qui est inférieur au plafond de sécurité sociale sur la tranche 1 AGIRC ARCO, la cotisation passe de 3,90 à 4,01 et de 5,85 à 6,01 pour l'employeur. Petit aparté sur les 6,01 puisque l'augmentation employeur sera sans doute minimisée pour ces salariés en deçà du plafond de sécurité sociale ou pour une partie de ces salariés puisque ces 6,01 entrent à compter du 1er janvier de 2019 dans le champ d'application de la réduction Fillon. Pour les salariés supérieurs au plafond de sécurité sociale, la tranche 1 salarié passe à 4,15%, l'employeur à 6,22% et la tranche 2 de 9 à 9,86% et pour l'employeur de 13,45 à 14,78%. Cette augmentation pour les salariés supérieurs au plafond est due en fait à l'application de la contribution d'équilibre technique qui vient dès le 1er euro s'imputer sur l'assiette de cotisation. Pour un salarié initialement cadre, puisque dans le nouveau régime on ne fait plus la différence entre les cadres et les non-cadres, dans l'ancien régime, donc la tranche A ARCO et les tranches B et C AGIRC, on a la répartition cumulée
qui implique les taux d'appel, la GFF et la contribution exceptionnelle et temporaire, avec une répartition telle qu'elle existait. On était à 4,03 pour le salarié, 6,07 pour l'employeur, et sur les tranches B et C à 8,83 et 14,27. Dans le nouveau régime, un salarié cadre inférieur au plafond, puisqu'on ne remarque que le niveau de rémunération, il passe en fait de 4,03 à 4,01 et de 6,07 à 6,01, puisque la contribution d'équilibre technique ne s'applique pas sur un salarié inférieur au plafond de sécurité sociale, donc un petit gain minime de cotisation. Pour les salariés supérieurs au plafond de sécurité sociale, application des taux d'appel, de la contribution d'équilibre général, de la contribution d'équilibre technique. Donc une augmentation de 4,03 à 4,15 pour le salarié, de 6,07 à 6,22 pour l'employeur, et sur les tranches B et C de 8,83 à 9,86, 14,27 et 14,78 pour l'employeur. Dans l'exemple repris ci-dessus, pour des salariés non cadres, j'ai pris l'exemple d'un salarié à 2 800 €. Si on fait application de l'ancien régime, donc avec les cotisations retraite T1 et la GFF applicable sur la tranche T1, on avait des cotisations, le montant des cotisations s'élevait à 273 €. Par application du nouveau régime, on arrive pour ce même salarié à 2 800 € mensuels à 280 € de cotisation. Pour un salarié non cadre, à 3 500, on avait l'application sur les T1 et T2 des cotisations de retraite dans l'ancien régime avec la GFF également sur les tranches T1 et T2, soit un montant de cotisation de retraite à 365. Sur le nouveau régime, des cotisations d'appel sur les T1 et T2, la contribution d'équilibre sur la tranche T1 et T2, et la contribution d'équilibre technique qui vient s'appliquer, l'équilibre technique qui vient s'appliquer également, soit une augmentation de 389 comparé à 365 € dans l'ancienne situation. Pour un salarié cadre, alors j'ai pris un salarié cadre à 3 500 €, inférieur au salaire charnière, le salaire charnière qui permet d'attribuer de la garantie minimale de points. Ce salarié dans l'ancien régime donc cotisé sur les tranches TA, TV, sur les cotisations d'appel et sur la GFF, à la contribution exceptionnelle et temporaire, à la GMP et à la PEC pour 10 €, soit 414 €. Dans le cas de figure, le salarié ici, dans le nouveau régime Agir Carco, il n'y a plus application, il n'est plus fait application de la garantie de la GMP. Donc dans ce cas de figure, le salarié qui initialement était à la GMP aura un gain de cotisation, de prélèvement de cotisation. Quelques particularités, la PEC, on l'a vu dans le tableau précédent, la PEC n'est pas modifiée, donc on a toujours un taux de 0,6% sur la T1, entre 0 et 1 plafond, et sur la T2 également limité à 4 plafonds de sécurité sociale. La répartition demeure identique et les populations concernées demeurent les articles 4 et 4 bis de la Convention de 47, malgré qu'elles soient abrogées. Alors, je vous fais un résumé sur la part patronale de retraite complémentaire, à savoir comment celle-ci doit être traitée au regard des cotisations de sécurité sociale. Donc, cette part patronale de retraite complémentaire, si elle correspond au taux prévu par l'AMI du 17 novembre 2017, ces cotisations ne sont pas soumises à cotisation de sécurité sociale. A l'inverse, si
vous avez une part excédentaire au taux obligatoire prévue par cette année du 17 novembre. La contribution supplémentaire à ces taux obligatoires rentre, principe général, rentre dans l'assiette de cotisation de CSG, dans l'assiette de cotisation de sécurité sociale, mais comme l'avait prévu l'ANI, ne rentre plus dans l'assiette de retraite complémentaire. Quelques dérogations qui permettent de ne pas soumettre cette part excédentaire dans l'assiette de cotisation. Vous avez le taux supplémentaire prélevé par l'employeur, cotisé par l'employeur, peut être dû à une répartition différente des cotisations. Au lieu de faire 60-40, par exemple, d'être sur une cotisation de 70-30, une répartition de 70-30. Si cette répartition résulte en fait d'un accord collectif de branche antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une répartition différente, ou si les entreprises qui avaient une répartition différente avaient cette répartition, appliqué cette répartition au 31 décembre 1998. Et troisième point, si elle résultait, en fait, cette répartition différente résultait d'une fusion-absorption ou d'un changement juridique de l'entreprise, de la société, ces entreprises peuvent maintenir ces répartitions différentes. Elles peuvent le maintenir tout en étant exonérées de cotisations de sécurité sociale, si elles répondent bien aux obligations. C'est bien l'intérêt, c'est de toujours vérifier les accords précédents, la date d'accord, pour pouvoir répondre aux dérogations sur les cotisations de sécurité sociale, sur les participations excédentaires de l'employeur. Si vous avez des assiettes, cette fois-ci supérieures, c'est l'article 32.2 de l'ANI qui prévoit que si ces assiettes différentes résultent d'accords collectifs, d'adhésion nés antérieurement au 2 janvier 1993, elles peuvent continuer à appliquer en fait ces assiettes supérieures tout en étant exonérées également de cotisations de sécurité sociale. Et enfin, troisième cas, si votre taux de cotisation est supérieur à celui prévu par l'ANI, là également, s'il résulte d'accords d'adhésion, d'accords collectifs, de conventions collectives nés antérieurement au 2 janvier 1993, vous pouvez maintenir ces taux supérieurs sans être soumis pour cette part supplémentaire aux cotisations de sécurité sociale. En dehors de ces dérogations, si vous appliquez des taux, des répartitions différentes, vous avez, pour le premier cas, dans le cas de la répartition différente, vous serez, pour cette part excédentaire, soumis au forfait social de 20% sur la part excédentaire. Et dans les deux autres cas, pour l'assiette supérieure ou l'application d'une assiette supérieure ou pour l'application d'un taux supérieur, vous devrez réintroduire dans l'assiette de cotisation la contribution excédentaire de la part employeur. Donc l'assiette forfaitaire de 20%, enfin le forfait social de 20% s'applique d'ailleurs dans les cas des maintiens des cotisations de retraite complémentaires sur la base d'un salaire temps plein. Donc voilà les principaux changements issus de cette année de 2017. Vient ensuite le deuxième levier, c'est l'âge et la durée, la durée de cotisation. Le régime Agirc-Arrco a mis en place un nouveau dispositif de bonus-malus, qui va permettre, en fait, qui a pour objectif, pas forcément, mais qui a pour objectif de retarder le départ à la retraite complémentaire. L'âge de la retraite dans le dispositif de retraite complémentaire, ce n'est pas 62 ans, ce n'est pas l'âge légal de départ à la retraite du régime de base,
mais c'est cet âge légal majoré de 5 ans, donc 67 ans dans le régime de retraite complémentaire. Si vous avez toujours la possibilité de liquider vos pensions de retraite avant cet âge, même 10 ans avant cet âge de taux plein, on va dire, de taux plein pour les retraites complémentaires, seulement si vous partez avant l'âge de 67 ans, il est fait application de barèmes, de coefficients de minoration qui viennent réduire vos points de retraite. Si vous partez avant cet âge, et effectivement, une fois application de ces taux, de ces coefficients de minoration, votre retraite elle est liquidée et définitivement. Le dispositif bonus-malus, donc doit inciter les salariés à rester plus longtemps en activité. Si à partir du moment où j'ai le taux plein, que je suis dans le régime de base, à partir du moment où j'ai acquis ce taux plein, si je pars à la retraite avec le taux plein, que ce soit 62 ans, 63 ans, la date d'acquisition du taux plein, si je pars à la retraite à ce moment-là, je me verrai appliquer sur mes pensions de retraite un malus de 10 ans. De 10% pendant 3 ans. Ça c'est à venir. Hein. Donc un malus de 10% pendant 3 années. Si à compter de cette date d'acquisition du taux plein dans le régime général, je poursuis mon activité pendant une année, il ne me sera pas fait application de ce malus, donc j'aurai 100% de ma retraite complémentaire. Si éventuellement je poursuis mon activité pendant 2 ans, là j'aurai une majoration qui me sera appliquée sur mes pensions de retraite complémentaires, une majoration de 10%, mais cette fois-ci seulement pour une année. Et ainsi de suite, si je passe 3 ans au-delà de l'acquisition de mon taux plein, la majoration sera de 20%, 4 ans 30%, et le taux maximum est toujours pour une année. Voilà pour le bonus-malus. Reste à voir les prestations, comment vont être gérés en fait mes points qui ont été acquis dans chacun des 2 régimes. Donc actuellement l'acquisition des points se fait, on l'a vu, par les taux contractuels. Les cotisations issues de ces taux contractuels sont divisées par une valeur d'achat du point. Cette valeur d'achat du point, elle était différente dans les régimes AGIRC et ARCO. Et on prenait les taux de cotisation, les cotisations de ARCO, et on divisait ces cotisations ARCO par une valeur d'achat du point qui permettait de déterminer le nombre de points ARCO. De la même manière, dans les cotisations AGIRC étaient divisées par une valeur du point AGIRC pour déterminer le nombre de points AGIRC. Dans le pilotage du régime, vous allez comprendre facilement, pour le conseil d'administration du régime AGIRC-ARCO, comme il était prévu dans l'ANI, cette fois-ci d'octobre 2015, il était prévu dans les revalorisations de ces valeurs d'achat de minorer en fait l'évolution de la valeur d'achat. Comment était réalisée cette minoration? On prenait les valeurs moyennes des cotisants à l'AGIRC ou à l'ARCO par rapport à leur salaire moyen, et on majorait ce salaire moyen obtenu de 2% pour déterminer la valeur du point. Donc chaque année, avec ce gel, avec cette augmentation majorée du salaire moyen, on avait une valeur d'achat qui augmentait plus vite que les salaires, et donc moins de points attribués sur les années 2016, 2017, 2018. Une fois que vous avez votre nombre de points, et lorsque vous liquidez votre retraite, on multiplie les points par la valeur du point, ce qui permettait également d'obtenir le montant de votre retraite
annuel. Là également, dans le pilotage de régime, comme il était prévu en 2015 pour les 3 années 2016, 2017, 2018, cette valeur de service du point était minorée, elle correspondait au taux d'inflation diminué d'1 point, ce qui permettait de dire moins de points acquis du fait de la majoration du salaire moyen, multiplié par une valeur du point qui était minorée et qui était inférieure à l'inflation. Sur les transferts des points, pas d'inquiétude, les points GIRC vont être transformés en points GIRC-ARCO. Les points ARCO correspondront au nouveau point GIRC-ARCO. Donc un point ARCO actuel correspondra à un point GIRC-ARCO dans le nouveau régime. Et les points GIRC, on va faire application d'une simple règle de 3 par rapport à la valeur du point GIRC divisé par la valeur du point ARCO. On peut y aller. Voilà. Donc ici, la règle de 3 pour les points GIRC. On obtient un coefficient. Ce coefficient sera celui qui sera appliqué au 31/12/2018 pour tous les points GIRC, donc il n'a pas vocation à être modifié pour les années futures. Voilà pour les dispositions. Maintenant, il y a les impacts de ce nouveau régime. Vous avez bien compris que la convention de 47 était abrogée et cette abrogation a pour effet d'avoir beaucoup de questionnements sur l'impact sur les régimes de protection sociale et complémentaire. François va vous en faire part. Merci Daniel. Je vais prendre ta place peut-être, pour qu'on puisse me voir. Merci. Donc François Bruxelles de la Cité des Entreprises. Donc je vais faire un focus sur la fusion des régimes Agirc-Arrco, mais plus particulièrement sur les conséquences, sur les impacts potentiels de la réforme de la retraite complémentaire sur les régimes de protection sociale complémentaire. Donc, il faut savoir que la réforme de la retraite complémentaire, la fusion Agirc-Arrco, est le résultat, l'aboutissement d'un long processus, puisque on a comme point de départ la convention collective de 1947, qui crée, on va dire, un régime pour les cadres, la retraite complémentaire. Ensuite, en 61, on a l'accord national interpro, qui crée l'ARCO. Ensuite, en 89, on a la création de la garantie minimale de points. En 2001, on assiste à la création du GE Agirc-Arrco, qui permet déjà de regrouper les moyens des différentes fédérations, même si les régimes demeurent distincts. Et puis, ensuite, on arrive à l'accord de 2015, parce qu'on ne va pas faire tout l'historique. En 2015, on a un accord national interpro qui prévoit la mise en place d'un régime unifié, comme l'a dit Daniel, de retraite complémentaire pour les salariés privés, pour les salariés du privé au 1er janvier 2019. Et cet accord de 2015, prévoit aussi l'engagement d'une négociation nationale interprofessionnelle sur la définition de l'encadrement d'un point de vue technique et aussi managérial. Donc, qu'est-ce que c'est que l'encadrement demain? C'est peut-être l'accord national interpro de l'encadrement qui pourra peut-être nous dire si il entre en vigueur un jour. Ensuite, le 17 novembre 2017, sont conclus donc 2 accords nationaux interprofessionnels, l'un sur la prévoyance des cadres et l'autre sur l'instauration d'un régime unifié de retraite complémentaire à Agirc-Arrco. Parallèlement à ça, une négociation, comme je l'ai dit tout à l'heure, une négociation nationale interpro s'est engagée donc le 21 décembre 2017 pour savoir ce que va être l'encadrement demain, puisqu'il va y avoir une redéfinition de l'encadrement. Et le problème, c'est que cette négociation qui a commencé le 21 décembre 2017 devait se terminer en mars 2018. Il n'en a rien été, puisque la négociation a été bloquée par une organisation patronale
Les négociations ont repris tant bien que mal. Une conférence de presse a eu lieu le 5 novembre par l'ensemble des syndicats et normalement les négociations devaient reprendre à la fin de l'année 2018. Il y a même un syndicat qui a précisé que la négociation pourrait même se poursuivre en 2019. Alors le problème, c'est qu'on n'a toujours pas l'accord national sur l'encadrement et en fait, pour vous dire la vérité, la négociation est en stand-by. Elle est vraiment en stand-by, elle est vraiment au point mort. Cela dit, tout le monde se focalise à juste titre sur la réforme de la retraite complémentaire, mais bon, avec, comme l'a dit Daniel, avec des nouveaux taux de cotisation, des nouvelles répartitions de cotisation, des nouvelles contributions, comme la contribution d'équilibre technique, la contribution d'équilibre général, des cotisations qui disparaissent, comme l'a dit Daniel, au 1er janvier 2019, comme la GFF ou la GMP, et puis avec une caisse de retraite complémentaire unique, sans oublier le système d'acquisition par points. Donc, la réforme de la retraite complémentaire est un peu l'arbre qui cache la forêt, puisque derrière l'arbre qui est la réforme de la retraite complémentaire se cachent les conséquences potentielles de cette réforme sur vos régimes de prévoyance complémentaire, de frais de santé et de retraite supplémentaire. Donc malheureusement, comme je le disais, on s'est focalisé sur la réforme de la retraite complémentaire, mais on n'a pas du tout envisagé au départ les conséquences de cette réforme sur la prévoyance, les frais de santé et la retraite supplémentaire par référence à l'article 83 du Code général des impôts. C'est un petit peu embêtant, mais bon, il faut bien faire avec. Alors, aujourd'hui, on attend donc l'accord national interpro sur l'encadrement, qui peut-être n'entrera peut-être jamais en vigueur. On attend aussi un décret sur les catégories objectives, de personnel assuré, puisque les cartes vont être redistribuées. On n'aura plus forcément la même appellation dans les contrats d'assurance et dans les actes juridiques internes que sont les décisions unilatérales, les accords référendaires ou encore les accords collectifs, notamment de branches, de groupes d'entreprises ou d'établissements. Et donc, on est un petit peu embêté avec ça. Donc, quand bien même l'ANI sur l'encadrement serait publié, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, le décret ne se suffirait pas lui-même sur les catégories objectives de personnes assurées. Il nous faudrait aussi, c'est un peu ce qu'on attend, c'est aussi, dans un troisième temps, une circulaire de la direction de la sécurité sociale qui, je l'espère, nous permettra à vous, entreprises, d'avoir une période transitoire de mise en conformité des régimes, ne serait-ce qu'au niveau de l'appellation, de la dénomination de la catégorie de personnel assuré. Donc, on est un peu dans l'expectative. Donc, pour tout vous dire, on n'a pas aujourd'hui tous les éléments d'information pour mesurer et appréhender très concrètement les conséquences de la réforme de la retraite complémentaire, donc de la fusion Agirc-Arrco, sur les régimes de prévoyance, de frais de santé et de retraite supplémentaire. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, en fonction des connaissances que nous avons, puisque nous sommes le 19 décembre 2018, aujourd'hui, on peut vous dire qu'il peut y avoir effectivement un premier impact sur les catégories objectives, puisque la plupart des entreprises font référence au critère 1. Vous savez, dans les contrats d'assurance de prévoyance, de frais de santé et de retraite supplémentaire, on fait souvent, l'entreprise avec l'assureur, font souvent référence au critère 1 que vous retrouvez dans ce tableau. Le critère 1 avec la distinction cadre et non cadre, avec un habillage, avec un contrat par exemple applicable pour le personnel affilié à l'AGIRC et pour le personnel non affilié à l'AGIRC, où on a aussi même des contrats d'assurance, de prévoyance, de frais de santé ou de retraite supplémentaire, avec des contrats applicables au personnel relevant des articles 4 et 4 bis, et à contrario au personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention de 47. Et on a même aussi dans certains contrats une référence au fameux article 36
de l'annexe 1 de la Convention 47. Donc, il faut quand même être assez rassurant. Moi, je suis un peu rassuré, puisque j'ai eu connaissance, nous avons eu connaissance d'une lettre du 13 décembre 2018, donc il y a quelques jours. Donc, Madame la directrice de la Sécurité sociale a adressé un courrier clair au CTIP, au Centre technique des institutions de prévoyance, pour dire que elle ferait preuve de tolérance. La DSS, la Direction de la Sécurité sociale, semble faire preuve de tolérance par rapport au changement des catégories objectives. Et elle écrit même dans son courrier que les accords collectifs pourront continuer sans risque de redressement, c'est ce qu'elle écrit, à faire référence pour la mise en place des garanties pour les catégories de personnel, et bien on pourra continuer à faire référence pour l'instant aux articles 4 et 4 bis de la Convention de 47 et même à l'article 36 de l'annexe 1. Donc si vous avez dans vos contrats d'assurance une référence aux articles 4 et 4 bis ou aux articles 4 et 4 bis et 36, vous n'avez pas à paniquer, vous devez rester serein, puisque l'année 2019 devrait être une année de tolérance, puisque bon, cette lettre, la lettre de la directrice de la Sécurité sociale, n'a pas de valeur juridique opposable à l'URSSAF, mais tout laisserait à penser que cette tolérance devrait être reprise par une circulaire. Donc voilà, il faut être assez rassurant de ce point de vue. Une chose est sûre, c'est que le décret, parce qu'il y a un décret qui va modifier les catégories objectives, l'article R242-1-1 du Code de la Sécurité sociale sur les catégories objectives de personnes assurées va évoluer par un décret modificatif. Puisqu'il y avait un décret en 2012 qui fixait la définition des catégories objectives, modifié en 2014, et puis on peut revenir sur le slide avant. On reste sur ce slide-là. D'accord. Juste celui-ci, voilà. Ça sera très bien comme ça, merci. Donc, du coup, je sais plus ce que je dis. Catégorie objective. Sur les catégories objectives, donc, on attend donc un décret et une circulaire. Donc, la question est de savoir ce qu'on va faire de l'article 36. Pour l'instant, on peut le laisser perdurer dans les contrats d'assurance grâce à cette lettre de la direction de la Sécurité sociale qui n'est pas tout à fait complète, mais on peut avoir quand même des orientations assez rassurantes, d'autant plus que la DSS va aussi donner des instructions avant la fin de l'année 2018. La DSS va donner des instructions à l'ACOS, donc à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et aussi au service central de la MSA, pour faire en sorte que les entreprises aient le temps de mettre en conformité leurs catégories objectives de personnel figurant dans les contrats. Donc tout laisse à penser qu'on va avoir un gros travail, non pas au 1er janvier 2019, mais peut-être à la fin de l'année 2019, pour réhabiller, pour changer l'appellation de chaque catégorie de personnel assuré. Ensuite, deuxième point, on a un deuxième point sur les tranches de rémunération. Comme l'a dit Daniel, la tranche A, la tranche B, la tranche C disparaissent au 1er janvier 2019 suite à la fusion Agirc-Arrco, et donc vont naître des nouvelles tranches, la tranche 1 et la tranche 2. La tranche 1, c'est la tranche qui correspond à une fois le plafond de la sécurité sociale, et la tranche 2 correspond à la tranche au-delà du plafond, jusqu'à 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Alors dans vos actes juridiques, que sont vos accords collectifs, vos accords référendaires ou vos décisions unilatérales, vous avez, et je pense surtout à la prévoyance au sens des risques lourds, décès, incapacité, invalidité, et à la retraite supplémentaire, vous avez certainement fait apparaître des tranches de rémunération dans vos actes juridiques. Donc, pour l'instant, on ne sait pas véritablement à quelle sauce on va être mangé, mais en tout cas, dans la lettre de la direction de la sécurité sociale,
qui n'est qu'une lettre indicative mais rassurante, on va pouvoir continuer, je pense, à faire référence à ces tranches, mais il faut quand même rester prudent. Ce que je voulais vous dire aussi, j'avais oublié quelque chose, j'avais oublié de vous parler, je vais faire juste un petit retour sur les catégories objectives, parce que ça c'est un point très important, c'est que si la négociation sur l'encadrement, le fameux accord national interpro, si la négociation sur si la négociation nationale sur l'encadrement n'aboutit pas, eh bien en cas d'échec des négociations, l'ANI du 17 novembre 2017 précise que les entreprises devront continuer, c'est marqué comme ça, devront continuer à se référer aux articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale des cas du 14 mars 47 sous le contrôle de la commission paritaire attachée à la PEC. Donc vous voyez, on peut tout à fait continuer pour l'instant à faire référence aux articles 4 et 4 bis de la Convention de 47. Ensuite, donc un impact donc, sur les catégories objectives, un impact aussi sur les tranches de rémunération, puisque les tranches de rémunération changent. On est moins embêté pour les frais de santé, puisque pour les régimes collectifs et obligatoires de remboursement de frais de santé, on a surtout une cotisation qui est assise en général sur le plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc on n'est pas forcément embêté par les tranches de rémunération, c'est surtout pour la prévoyance ou la retraite supplémentaire. Donc un impact aussi donc, sur les tranches de rémunération. Vous avez aussi un troisième impact sur le 1,5% de la prévoyance. Alors je m'explique. En théorie, le 1,5% pourrait disparaître, puisque la Convention de 47 disparaît pour la retraite complémentaire. Cela dit, l'année de 2017, du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres, nous dit que si la négociation sur l'encadrement n'aboutit pas, de toute façon, on pourrait maintenir le 1,5% sur la prévoyance. Donc le 1,5%, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une règle, je ne vais pas dire ancestrale, mais elle remonte à plus de 70 ans, puisque l'article 7 de la Convention collective nationale du 14 mars 47 précise que les employeurs doivent absolument, impérativement, verser une cotisation patronale de 1,5% sur la tranche inférieure au plafond de la sécurité sociale pour les articles 4 et 4 bis. Et la moitié des 1,5% doit être consacrée en priorité à la couverture du risque décès. Et d'ailleurs, si les employeurs ne parviennent pas à justifier qu'ils versent bien une cotisation patronale au moins égale à 1,5% sur la tranche inférieure au plafond de la sécurité sociale, eh bien, en cas de décès de l'assuré, en cas de décès du salarié, eh bien, l'employeur s'expose, et ça c'est la règle, c'est la sanction, c'est que l'employeur s'expose à verser une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, donc pour les ayants droit du salarié décédé ou la succession. Donc 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, ça correspond à, pour 2019, à 3 377 €, puisqu'on connaît le plafond pour 2019, c'est bien le plafond mensuel, c'est bien 3 377 € au 1er 2019. Que vous multipliez cette somme par 12 mois, fois 3 ans, et donc vous vous exposez à payer une somme de plus de 121 000 € soumise à charge sociale. Donc il faut être assez vigilant. Donc là, on ne connaît pas précisément le devenir du 1,5%, et on pourra même imaginer demain, alors on n'en est pas là évidemment, mais à l'instar de ce qui est prévu, de ce qui s'était passé pour les frais de santé, avec la généralisation de la couverture frais de santé, on pourrait imaginer demain une généralisation de la couverture prévoyance risque lourd, décès, invalidité et incapacité pour tous les salariés, et dans ce cas-là, le 1,5% disparaîtrait peut-être. Donc voilà où on en est par rapport au devenir du 1,5%. Donc on a beaucoup de questions qui se posent, mais on n'a pas forcément toutes les réponses, puisque encore une fois, au risque de me répéter, on n'a pas la mission d'encadrement, on n'a pas le décret sur les catégories objectives, qui vont nécessairement évoluer, et on n'a pas la circulaire de la direction de la sécurité sociale qui nous laissera, j'espère, un ballon d'oxygène d'un an.
puisque en France, on a toujours la bonne idée, heureusement, de prévoir des périodes transitoires pour laisser le temps aux entreprises de se mettre en conformité. Et on l'a bien vu avec le décret de 2012, où il y avait une espèce de panique en disant, ben voilà, on va devoir modifier nos catégories de personnel assurés, et finalement, on a eu heureusement une période de mise en conformité qui devait prendre fin le 31 décembre 2013 et qui a même été reportée au 30 juin 2014. Donc voilà, il faut être assez rassurant là-dessus. Ensuite, donc la notion d'encadrement va donc évoluer. Qu'est-ce qu'un cadre aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que l'encadrement demain? Donc j'ose espérer que, c'est là la difficulté, c'est j'ose espérer que chaque branche n'aura pas le pouvoir de définir son concept d'encadrement, parce que les assureurs, les courtiers en assurance, les conseils juridiques, les avocats vont devoir être à la manœuvre, et surtout les assureurs, pour vérifier qu'est-ce qu'on entend par encadrement dans telle ou telle branche. Donc j'espère qu'on n'optera pas pour cette solution d'une définition spécifique de l'encadrement par branche. On a aussi, alors j'ai parlé de l'impact potentiel sur les catégories objectives, sur les tranches de rémunération, sur le devenir du 1,5% sur la présence des cadres. Il y a aussi un quatrième impact, bon, vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais il faut quand même savoir que certains indices de revalorisation des prestations ou du salaire de référence sont basés, je dirais, sur des évolutions de points Agirc ou Arco à l'heure où on se parle. Donc jusqu'au 31 décembre 2018. Mais au 1er janvier 2019, date de la fusion Agirc-Arco, eh bien, certains indices de revalorisation seront basés sur les évolutions d'un point unique, c'est-à-dire le point Agirc-Arco. Donc les contrats devront vraisemblablement modifier eh bien, ces indices découlant du régime unique. Voilà, donc tout l'enjeu est de rester vigilant en sachant qu'il y a une autre réforme qui se profile à l'horizon qui correspond au 100%. Donc là je m'éloigne de la fusion Agirc-Arco, mais il faut quand même que je vous en dise un mot. C'est qu'avec le 100% santé, avec le zéro reste à charge sur les soins dentaires, sur les soins d'optique, sur les prothèses auditives, eh bien il va y avoir donc des nouveaux paniers de soins et une redéfinition des contrats responsables. Les contrats responsables donc, sont nés en 2005, sont nés en 2004 avec une loi 2004 avec un décret 2005. Les contrats responsables ont été revus par un décret de novembre 2014 et il va y avoir encore une réforme du cahier des charges des contrats responsables donc au 1er janvier 2020. Ce qui fait que nous serons dans l'obligation, nous entreprises, et nous conseils par la même occasion, nous serons obligés de modifier eh bien, nos actes juridiques, vraisemblablement, donc les accords collectifs de groupes, d'entreprises, d'établissements, et nos fameuses décisions unilatérales de frais de santé. Ensuite, l'enjeu, alors il ne s'agit pas de commenter les impacts potentiels de la réforme de la retraite complémentaire sur la prévalence des frais de santé et la retraite supplémentaire. L'enjeu majeur, et j'en terminerai par là, c'est le risque de redressement URSSAF, puisque on a parlé ce matin, il y a quelques dizaines de minutes, de l'intérêt de bien suivre l'actualité sur les catégories objectives, puisque pour que l'employeur puisse bénéficier des exonérations de charges sociales sur les contributions patronales, donc finançant les régimes de protection sociale complémentaire, eh bien, l'employeur doit respecter toute une série de conditions d'exonération de fond et de forme. Donc, si votre régime n'est pas collectif, si vous ne mettez pas la bonne catégorie de personnel assuré dans vos contrats d'assurance, à moins de mettre l'ensemble du personnel, dans ce cas-là, ça réglerait le problème, on aurait plus cette problématique de catégorie objective, bah, vous avez intérêt à être vigilant là-dessus.
Donc voilà, tout l'intérêt, c'est de bien regarder, et surtout dans le courant de l'année 2019, mais plus précisément au 1er janvier 2020, vous avez vraiment intérêt à vous rapprocher de votre assureur, de votre courtier en assurance, de votre conseil juridique, notamment la Cité des entreprises que je représente ce matin chez Extrémité avec Daniel. Vous avez intérêt à vous rapprocher de vos conseils pour ne pas vous faire redresser par l'URSSAF, puisque pour que les régimes, pour que vous puissiez exonérer de charges sociales et contributions patronales, il faut absolument que le régime soit collectif, il faut que le régime soit obligatoire, bon, sous réserve des dispenses d'affiliation. Il faut que le régime aussi, il faut que les prestations soient versées, bon ça pose pas trop de problèmes, par un organisme assureur habilité. Et puis aussi bien faire évoluer vos régimes, puisque le régime n'est pas cristallisé, le régime évolue à travers les comptes de résultats, les régimes évoluent à travers l'évolution de vos garanties collectives, décès, incapacité, invalidité, hospitalisation et j'en passe et des meilleurs. Donc quand vous faites évoluer vos garanties, vous avez intérêt à regarder non seulement le contrat d'assurance, ça c'est l'affaire des parties avec l'assureur, mais vous avez aussi intérêt à regarder très précisément ce que vous avez indiqué dans la décision unilatérale ou dans votre accord collectif, puisque si vous ne vous souciez pas du contenu de vos actes juridiques internes de droit du travail, eh bien c'est l'URSSAF, malheureusement, qui s'en occupera à votre place. Donc, soyons sereins pour l'année 2019. On avait l'impression, il y a quelques semaines, d'être au bord du précipice, mais finalement, cette lettre, j'en reviens au départ, cette lettre de la direction de la sécurité sociale nous apporte quand même un peu de sérénité, et je pense qu'il faut terminer sur une note, en ce qui me concerne, une note assez optimiste, c'est-à-dire qu'il y aura vraisemblablement des tolérances, et la direction de la sécurité sociale y veille à travers sa lettre et puis aussi ses différentes instructions, et on attend impatiemment pas forcément la mission d'encadrement qui ne sortira peut-être jamais de terre puisque la négociation est bloquée, mais on espère avoir un décret en 2019 pour savoir à quelle date précisément on devra mettre en conformité les régimes avec la bonne dénomination, et sans oublier la circulaire de la direction de la sécurité sociale qui nous apportera certainement de la souplesse et quelques explications complémentaires par rapport au cadre réglementaire. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin au nom de la Cité des entreprises chez Extrémité. Merci. Je pense que Daniel, tu vas reprendre la parole sur Alors, je passe quelques slides. Je rappelle que ces vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube, mais également nous pouvons vous faire parvenir les supports de présentation. Donc Daniel, tu vas reprendre la parole sur le petit éclaircissement sur CICE et réduction client. Oui, sur le champ d'application en fait de la réduction client qui est modifié, et sur en fait les réductions patronales, la réduction de cotisation patronale. Dans un premier temps, c'est la transformation du CICE en réduction de cotisation patronale. Actuellement, le taux de 6% CICE sera transformé en fait à un abattement de la cotisation de sécurité sociale d'assurance maladie qui passera de 13 à 7 points. Le champ de l'application de la réduction Fillon est modifiée puisqu'elle va être élargie. Initialement, il était prévu qu'elle soit élargie au 1er janvier 2019 avec les cotisations de retraite complémentaires applicables sur la tranche 1, les cotisations employeurs, et également sur les cotisations patronales d'assurance chômage. Il a été changé, ce dispositif a été changé puisque on aura deux étapes d'élargissement du champ de la réduction Fillon. Une première étape au 1er janvier 2019 avec l'introduction des cotisations de retraite complémentaires dans le champ d'application,
et une seconde étape au 1er octobre 2019, avec l'évolution de déclination patronale dans le champ d'application de la réduction Fillon. Donc si l'on regarde sur l'année à compter du 1er janvier les IS plafonnés et déplafonnés, les cotisations de caisse d'allocation familiale, la maladie, maternité, invalidité, donc le taux est modifié par l'introduction du CICE dans les cotisations de sécurité sociale. On était à 13% de cotisation, moins les 6 points de CICE pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC. Donc on passe à 7 au lieu de 13. Ensuite, on a les cotisations vieillesse du régime de base qui ne sont pas modifiées et les contributions d'allocation familiale qui ne sont pas modifiées. Historiquement, donc on était sur ces champs d'application, sont venus s'ajouter le CNAL qui fait la différence des taux pour les moins de 20 et pour les plus de 20 sur la réduction Fillon, la contribution solidarité autonomie de 0,30, et on a la TMP qui est jusqu'au 31/12/2018 qui était à 0,84 dans le champ d'application de la réduction Fillon. On a un projet de décret sur la réduction Fillon qui ramènerait ce taux de 0,84 à 0,78. Et il viendrait au 1er janvier 2019 donc l'application des retraites complémentaires à 6,01%, ce qui donnerait pour les entreprises de moins de 20 en totalité un taux maxi de réduction Fillon de 28,09 et pour les entreprises de plus de 20 un taux maxi de 28,49. Sur les retraites complémentaires, on est à 6,01. Vous avez dans la présentation précédente, vous savez que vous pouvez avoir des taux supplémentaires, des taux de retraite complémentaire et aussi des répartitions différentes. A priori, on s'en tiendrait au taux maximum de 6,01, mais vous pouvez avoir aussi par application de dérogation des répartitions à 50 par exemple, donc défavorable, plutôt favorable à l'employeur, puisqu'on n'est pas sur un 60-40. Dans ce cas-là, le taux maxi devra tenir compte de cette modification et sera ramené donc à un taux inférieur. Alors, simplement, je rappelle que depuis maintenant quelques années, les pourcentages de maladies sont augmentés par décret en fin d'année, 29, 28, 30 décembre. Et donc là, on attend si ce taux sera modifié. C'est pour ça qu'on dit sous réserve des modifications de taux, en sachant que le projet de décret sur la réduction Fillon, il est prévu que le taux ATMP passe de 0,84 à 0,78. Sur la deuxième étape concerne la période du 1er octobre au 31 décembre 2019. Donc, dans cette étape, viendra s'ajouter au champ d'application les assurances chômage à 4,05%. D'où un taux maxi de 32,14 et de 32,54, en sachant que cette deuxième étape, les 4,05 ne s'appliquent que sur la période de rémunération du 1er octobre au 31 décembre. Ce qui veut dire que c'est pas dans l'application annualisée de la réduction Fillon, on aura bien deux distinctions, le dispositif général plus une majoration qui concernera les 4,05 sur cette période du 1er octobre au 31 décembre 2019. Okay. Voilà pour la réduction Fillon. Donc oui, effectivement, pas mal de modifications à venir encore sur cette année. Alors déjà, petit rappel pour la fusion Agirc-Arrco, vous allez recevoir des mises à jour sur les produits sont sortis, donc il y a des communications qui sont en cours d'expédition et on est en train d'envisager les formations groupées comme on avait fait sur le PASS. Donc ça, vous allez être avertis au fur et à mesure. Et sur la partie réduction de Fillon et autres nouveautés à venir,
les heures sup exonérées, qui a priori, je crois, sont en discussion ce matin, tu me disais, François? Oui, effectivement, on annonce effectivement, conformément aux promesses du président de la République, il est annoncé effectivement une exonération de charges sociales sur les heures supplémentaires et notamment une réduction de cotisation salariale sur les heures supplémentaires, donc ça c'est pour le régime social, et puis une exonération fiscale pour les heures supplémentaires, j'ai même oublié les heures complémentaires, excusez-moi, parce que le dispositif concerne les heures supplémentaires et les heures complémentaires, donc il y aurait aussi une exonération, je parle au conditionnel, il y aurait une exonération d'impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires et les heures complémentaires jusqu'à 5 000 € par an et par salarié. Donc, ce que Sarkozy avait mis en place, Hollande l'avait supprimé et Macron le rétablit d'une certaine façon. 10 ans après, on va dire, un peu plus de 10 ans après, la loi TEPA, le fameux « travailler plus pour gagner plus ». Donc tout ça pour améliorer peut-être le pouvoir d'achat des salariés, en sachant que tous les salariés ne font pas des heures supplémentaires, on n'est pas là pour en débattre, mais en France, je crois, si j'ai bonne mémoire, nous avons 9 millions de salariés, approximativement, qui réalisent des heures supplémentaires. Donc il ne faut pas s'étonner que cette mesure améliore le pouvoir d'achat. Et puis aussi, on annonce aussi l'augmentation du SMIC de 1,5%, l'augmentation de la prime d'activité pour ceux qui sont éligibles à la prime d'activité, et puis la fameuse prime, là on est dans l'actualité, la fameuse prime exceptionnelle en vue d'améliorer le pouvoir d'achat annoncé par Emmanuel Macron le 10 décembre, si j'ai bonne mémoire. Et donc là, ça va se traduire effectivement par un projet de loi qui a d'ailleurs été examiné en Conseil des ministres pas plus tard qu'hier, ou plutôt pas plus tard qu'aujourd'hui, puisque nous sommes le 19 décembre, pardonnez-moi. Et puis demain, il y aura certainement un examen du projet de loi sur les urgences sociales et économiques, incluant cette prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, et un examen par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire jeudi et vendredi, un sprint final, on est presque sous la flamme rouge, mais dans le dernier kilomètre, et un examen par la Chambre basse, c'est-à-dire par le Sénat, et en espérant que ce projet de loi se concrétise par une loi adoptée peut-être d'ici la fin de l'année ou au mois de janvier. En tout cas, moi, je n'ai pas la maîtrise. Je ne suis ni membre du gouvernement ni parlementaire. Donc, en tout cas, cette prime, d'après ce qu'on peut savoir, elle devrait être mise en place par un accord, dans les mêmes conditions que le recours aux accords d'intéressement, ce sont les mêmes modalités de mise en place, ou par décision unilatérale. Donc si l'entreprise souhaite, d'après ce que j'ai vu dans le projet de loi, ça n'est qu'un projet, si l'entreprise souhaite verser la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat jusqu'à un montant de 1 000 €, puisqu'il y a une exonération totale de charges sociales, patronales et salariales, et il n'y aurait pas de CSG-CRDS jusqu'à 1 000 €, eh bien si elle le fait par une décision unilatérale, il faudra que cette décision unilatérale soit faite, soit établie et signée, d'après ce qu'on peut savoir dans le projet de loi, avant le 31 janvier 2019. Mais pour tous les cas de figure, la prime exceptionnelle, qui est basée sur le bon vouloir de l'entreprise, il n'y a aucune obligation pour les entreprises de verser la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, mais si l'entreprise la verse, il faudra qu'elle la verse entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019. Et évidemment, cette prime exceptionnelle, après ce qu'on peut savoir dans le projet de loi, ne peut pas se substituer à un élément de rémunération quel qu'il soit, qui trouverait son origine dans une convention collective de branche, ou dans un accord d'entreprise, ou dans une clause contractuelle. Donc voilà un petit peu le cadre juridique qui n'est pas définitif, qui n'est qu'un projet de loi. Donc tout laisse à penser que cette loi soit promulguée par le président de la République et qu'elle entre en vigueur dans les semaines qui suivent. Ok, merci. Voilà ce qu'on peut savoir. Donc je vais passer maintenant la parole à Aurélie, qui va vous parler de la dématérialisation du bulletin. Donc ça, c'est aussi une solution de simplification en fait de votre vie quotidienne au niveau de la paye. Donc Aurélie, tu as un peu 5 minutes, on va dire. On a pris un petit peu de temps et on voudrait consacrer un petit peu de temps aux questions-réponses
la fin. On verra les micros. Merci. D'accord, donc je vais aller vite. Donc la dématérialisation du bulletin de paye, l'objectif c'est entre autres de vous simplifier la vie et de limiter toutes les manipulations liées à l'édition, la mise sous pli et la distribution des bulletins de paye. Donc là, la dématérialisation, c'est une réalité, on est en plein dedans. Ce n'est pas une obligation, vous n'avez pas l'obligation, on n'a pas de date d'obligation de dématérialiser les bulletins de paye, mais on a quand même quelques textes de loi, notamment les lois de travail de 2016, qui ont fluidifié un petit peu la mise en place de la dématérialisation. Alors quand je dis fluidifié, par exemple, on n'a plus la nécessité de demander l'accord du salarié pour dématérialiser les bulletins de paye. Par contre, le salarié a tout de même la possibilité de refuser que son bulletin soit dématérialisé. L'objectif aussi de la dématérialisation des bulletins de paye, c'est pas le simple envoi d'un bulletin par mail, c'est vraiment la sécurisation et la valorisation du bulletin de paye qui est transmise dans un coffre-fort électronique qui est certifié et qui est notamment en lien avec le compte personnel d'activité du salarié. Dans les grandes lignes, ça veut dire quoi? Je suis une société, j'ai un coffre-fort numérique d'entreprise dans lequel je vais déposer des documents, des bulletins ou d'autres documents, on verra un peu après. Et chaque salarié qui a accepté la dématérialisation bénéficie d'un espace personnel dans lequel sont stockés ces bulletins, mais également la possibilité de stocker d'autres documents. Tu peux... Merci. Donc, au niveau des offres qui sont disponibles, il y a trois niveaux. Le premier, c'est la dématérialisation des bulletins de paye. Là, c'est un coffre-fort électronique pour l'entreprise, plus un coffre-fort pour le salarié, dans lequel nous allons venir diffuser les bulletins de paye. Au niveau manipulation, c'est pas très compliqué, c'est une simple édition des bulletins, sauf qu'à la place de l'édition, il y a un transfert de fait sur le coffre-fort et une distribution électronique. La deuxième possibilité, c'est de combiner le coffre-fort électronique bulletin de paye avec la gestion des documents via e-signature. Donc la gestion documentaire via e-signature, c'est par exemple la possibilité de faire signer à un salarié un contrat de travail et de le réceptionner vous en tant qu'entreprise dans le coffre-fort. Et enfin, dernière étape, la possibilité de combiner une option complémentaire, la possibilité de gérer toutes les relations documentaires RH avec vos salariés, donc possibilité de gérer des dossiers du personnel avec des dates de validité, des dates de relance, la possibilité de diffuser une information en masse à des salariés, de récupérer des documents, des contrats, des avenants, des choses comme ça. Je vais passer là-dessus. Merci. Donc comment ça fonctionne? Pas bien compliqué. Vous avez votre logiciel de paye. Donc moi je présente sur scène, mais le logiciel Cegid propose également ces possibilités. Avec le même éditeur, oui, tout à fait. Avec le même éditeur qui est d'ailleurs PeopleDoc. Donc comment ça se passe? Dans un premier temps, on synchronise des salariés des établissements sur l'espace PeopleDoc. Donc bien sûr, il faut qu'à un moment on ait les informations sur les salariés. Et ensuite, chaque mois, on transfère dans le coffre-fort numérique de la société et du salarié les bulletins de paye. Ces bulletins de paye sont stockés pendant 50 ans auprès de la caisse de dépôt et consignation. Et donc, votre salarié a accès à son coffre-fort, donc son coffre-fort personnalisé, il n'a bien sûr pas accès au coffre-fort de la société. Il peut télécharger et consulter son coffre-fort, mais il peut également créer d'autres dossiers pour déposer d'autres documents, ses pièces d'identité, ses factures, ses pièces d'imposition, etc. Derrière, votre salarié quitte la société, il a toujours accès à son coffre-fort numérique. Et si, au fil de sa vie professionnelle, il vit chez plusieurs employeurs, il a la possibilité de récupérer l'ensemble de ses bulletins sur son compte personnel d'activité. On va passer à la suite. Donc, au niveau de la partie un petit peu plus RH, c'est le même fonctionnement que pour la dématérialisation des bulletins de paye. Je dépose mes bulletins de paye dans le coffre-fort numérique, mais j'ai la possibilité, en plus, de gérer la gestion documentaire RH.
En gros, l'idée, c'est se débarrasser un maximum des dossiers papier, de répondre aux normes RGPD, donc possibilité de mettre des dates d'échéance sur des documents pour les suppressions. Dans l'idée, ça permet d'éviter d'avoir des tonnes et des tonnes de paperasse qui traînent. Par exemple, plusieurs RIB d'un salarié, et là on peut remplacer les informations. L'accès à ce coffre-fort est bien sûr confidentiel, seules les personnes habilitées dans la société peuvent y avoir accès, et il y a la possibilité de gérer des niveaux de confidentialité et de donner tout ou partie des informations à une tierce personne. Voilà pour ça. Donc la gestion des signatures, vous mettez à disposition un document à votre salarié le valide électroniquement et derrière il est archivé dans votre dossier électronique. Voilà pour ça. Merci Aurélie. Ça a été rapide. Tu as respecté le timing qu'on a pu t'accorder. Alors, on va passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser déjà sur le chat, c'est plus pratique. Et on ouvrira les micros après. Alors, oh là, les questions arrivent. Enfin, parce que c'était problème de son, donc oui, effectivement, il y a un petit problème de son, désolé. Sur nos DE prévoyance, nous avons indiqué la tranche de cotisation. Faut-il faire nos DE prévoyance avec les nouvelles tranches applicables au 1er janvier 2019? Pour l'instant, il y a une réforme, effectivement, on a la certitude absolue que les tranches de rémunération latérale et PD, la TC disparaissent au 1er janvier 2019, donc là on connaît l'impact très précisément sur la retraite complémentaire. Sur la prévoyance, les frais de santé et la retraite supplémentaire, la directrice de la sécurité sociale, la DSS, a précisé qu'on pourrait continuer à faire référence à des multiples du plafond. Donc pour l'instant, dans cette fameuse lettre du 13 décembre 2018. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus, on attend gentiment. D'accord. Les informations viennent à nous pour être très concret sur cette problématique de tranche. Donc on pourrait imaginer, c'est ce que la lettre de la DSS préfigure, on pourrait imaginer qu'on pourrait faire perdurer ces tranches de rémunération, mais bon, après il faut attendre un peu parce qu'on n'a pas tous les éléments malheureusement. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Alors, pouvons-nous avoir copie de la lettre du 13-12-2018? Oui, elle tient sur 2 pages. D'accord. Donc ça, à peine 2 pages, donc ça va très vite à lire. J'ai une demande, est-ce qu'on a des informations complémentaires sur le régime Ircontec? Moi je suppose pour la réduction fine. Pas à ma connaissance, non. C'est bien distingué, on a bien le régime Agir Carco et le régime Ircontec qui est bien indépendant, donc c'est vraiment 2 choses distinctes. Ircontec c'est un régime de retraite complémentaire, effectivement. Alors j'ai une autre question sur le coffre-fort. Donc si un salarié change d'employeur, garde-t-il le même coffre-fort? Alors oui et non. Ça dépend si son nouvel employeur utilise un coffre-fort via PeopleDoc. Si ce n'est pas le cas, il retrouvera tous ses bulletins sur son compte personnel d'activité qui centralise tous les bulletins de tous les coffres-forts numériques. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, l'accès au coffre-fort par le salarié est-il un accès gratuit? Alors oui, c'est un accès gratuit. Le salarié n'a pas à payer une cotisation ou quoi que ce soit pour l'accès à son coffre-fort. Il a ces 10 gigas d'espace qui sont eux aussi gratuits. C'est la société qui a à sa charge le coffre-fort. Alors voilà la fameuse lettre du 13 décembre 2018. On n'a pas la vidéo. Vous n'avez pas la vidéo, d'accord. Donc voilà, j'ai la lettre du 13 décembre, elle tient bien sur 2 pages, donc on vous l'enverra peut-être. Oui, ben ça on pourra la rajouter au support en annexe et on l'enverra en fait avec le support si vous en faites la demande. Et normalement nous devions être filmés, nous avons eu un petit problème de vidéo, donc ça sera une autre fois. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors,
est-ce obligatoire la dématérialisation des fiches de paye par coffre-fort? Alors non, aujourd'hui il n'y a pas encore d'obligation, il n'y a pas de loi ou de texte qui vous dit vous devez dématérialiser, mais on peut s'attendre, à ce qu'un jour on nous pousse à dématérialiser un maximum. Donc aujourd'hui vous n'avez pas l'obligation de le faire, il ne faut pas oublier que c'est quand même assez pratique. Pratique dans le sens où vous n'avez pas entre guillemets à courir après vos salariés pour la distribution des bulletins de paye, pas à éditer l'ensemble des bulletins et ça vous évite aussi l'étape de mise sous pli et d'envoi pour ceux qui envoient via la poste. Donc c'est réellement un gain de temps et vous, côté entreprise, ça vous permet aussi de retrouver tous vos duplicatifs dans un seul et même endroit sécurisé et ça peut éviter la perte de données qu'on peut avoir parfois. Oui, et ce qui est important, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'obligation de dématérialisation. Dans certains domaines, ça commence à arriver. Dans les factures vers l'administration, on est obligé maintenant de dématérialiser. Au 1er janvier 2019, vous devez passer par le portail Chorus pour envoyer une facture. Vous ne pouvez plus les déposer ou les envoyer. La démat des bulletins n'est pas encore faite. Maintenant, c'est aussi pour l'entreprise la possibilité d'avoir une image aussi digitale et aussi pour les salariés qui arrivent, qui sont de ces générations habituées à l'ordinateur et à tous ces réseaux sociaux, vous donnez une image. Voilà, ils attendent plutôt que d'avoir un document papier avec le bulletin. Eux, ils comprennent tout à fait d'avoir un document dématérialisé et de le consulter et de le partager quand ils en ont besoin. Alors, je reviens sur les autres questions. Donc, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, bien sûr, on vous souhaite aussi de bonnes fêtes de fin d'année. Dans le transport, nous sommes sur une répartition 50-50. Dois-je diminuer le taux de la réduction Fillon? Alors, ce qui est prévu dans le projet de décret sur la réduction Fillon, c'est qu'effectivement, il faudra adapter le coefficient Fillon et le réduire en fonction de la participation de l'employeur. Oui, donc dans votre cas, là, il y aura un paramétrage CGIL, parce que je vois la société, et vous devrez le personnaliser et mettre le taux qui tient compte de ça, en fait. Qui tient compte de cette répartition 50-50, donc avec une participation moindre de l'employeur. Voilà, c'est 0,10 qui vont diminuer ce montant. On va diminuer le montant du maxi de la réduction Fillon. Ok. Alors, une nouvelle question d'Emma, donc par rapport à la dématérialisation, oui, c'est une option qui s'ajoute au logiciel. Alors, il y a trois options, il y a trois variantes. La variante simple bulletin de paye, qui revient moins cher que d'envoyer des bulletins par la poste, et après les différentes options. Donc ça, n'hésitez pas à revenir vers Recharger de clientèle pour avoir un chiffrage. Alors, comment gérer la cohabitation des régimes Agir Carco et Ircantec au sein d'une même entreprise? Allègement de cotisation, par exemple. C'est une bonne question. A priori, bon, les taux Agir Carco et les taux Ircantec sont les mêmes. Donc, sur la réduction de cotisation, ça devrait être la même chose, à moins que vous ayez une application conventionnelle ou un accord qui prévoit des taux de répartition des taux supplémentaires sur l'un ou l'autre des régimes. S'il y avait différence, il faudra les traiter séparément pour chacun des salariés qui sont inscrits dans les régimes différents. Hein. Oui, ça sera au cas le cas. Ça sera au cas le cas. Hein. Le taux sera dépendant du régime Arco et du régime Ircantec. Donc, ça peut nous entraîner d'avoir des paramétrages différents en fait au niveau du logiciel. Exactement. Avez-vous d'autres questions? Donc je vois que certaines personnes se sont déjà déconnectées. Alors, les caisses de retraite cadres et non cadres doivent toujours être séparées en DSN ou peut-on les regrouper, contrats sociaux? Alors, dans le nouveau paramétrage qui est apporté par Sedge, alors Sedge ont déjà mis en place un paramétrage UPP, non pas PPS, mais un plan groupe, Fusion Agir Carco. Dans la DSN, il va y avoir des codes, parce que au-delà de la caisse de cotisation, les contrats sur les contrats sociaux, c'est pour les prévoyances. Pour les retraites, on n'a pas de contrats sociaux. Par contre,
il y a des codes dans certaines variables qui envoyées vers l'AGIRC, d'autres vers la RARCO. A priori, la tendance que ça prend, c'est que ça serait un code qui serait 0,15 ou 105, oui 105, tu as raison. Donc là, qui serait un nouveau code où on déclarerait les puces AGIRC-ARCO en fait. Mais demain, si les contrats viennent à évoluer, oui, il y aura sûrement des évolutions au niveau des contrats sociaux si ça évolue au niveau des contrats de prévoyance. Mais pour la retraite, il y a des paramétrages, il y a des rubriques, il y aura des variables, parce que la DSN, c'est quand même le fil avec les administrations et les organisations au niveau des retraites et des caisses de prévoyance. Là, pour l'instant, c'est prévu effectivement un code. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On est arrivé à l'issue du temps qui nous est imparti. Il me reste à vous remercier, Daniel François, Aurélie, pour votre présentation, qui je pense, a apporté à vous toutes et vous tous plus d'informations sur cette fusion AGIRC-ARCO et les conséquences. N'hésitez pas à revenir vers votre commercial, votre clientèle, s'il y a des questions, si vous souhaitez avoir le document, ou nous-mêmes, si vous avez besoin de nous recontacter. Comme je le disais, vous devez recevoir sous peu un emailing qui va vous parler des nouvelles versions de paye sorties et disponibles sur le site, et également des invitations possibles pour des formations groupées un petit peu sur le thème comme on le fait sur le PASS, mais cette fois-ci sur l'AGIRC-ARCO, qui sera peut-être dans un format un peu différent. Une première web formation sur la théorie et une deuxième sur la pratique dans nos locaux, sur des machines. Voilà, donc écoutez, bonne fête de fin d'année et je vous souhaite de se revoir très bientôt. Je vous rappelle que demain après-midi, il y a un webinaire sur les nouveautés de la loi de finances 2019 qui sera co-animé avec Grant Thornton. Si vous n'y êtes pas inscrit, vous avez toujours le temps de vous y inscrire. Et surtout, si vous ne pouvez pas y assister et que vous voulez vous y inscrire, faites-le pour pouvoir retrouver ça sur la chaîne YouTube. Voilà, merci à toutes et à tous et bonne fin de journée. Au revoir.